bonjour. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous présenter les résultats du projet qui nous permettait d'évaluer la biomasse mycologique, donc les moisissures, dans les conduites de ventilation. Donc, tout d'abord, on a une petite mise en contexte pour expliquer d'où originait l'idée de ce projet-là. On sait que, principalement, on passe entre 80 et 90 de notre temps dans des habitats intérieurs, principalement ici au Québec grâce à notre merveilleux climat. Et en plus, il y aurait environ un tiers des problématiques de qualité de l'air intérieur qui seraient d'origine biologique. On sait qu'un système de ventilation qui est mal entretenu au fil des temps va finir par avoir une certaine accumulation des poussières qui vont se déposer dans les conduits de ventilation. Ces poussières-là sont de la nourriture pour les micro-organismes qui vont leur permettre après ça de se multiplier et de croître à l'intérieur des conduits de ventilation et dans la poussière, qui va augmenter en fait la charge microbienne dans l'environnement. Quand il y a beaucoup de poussière dans les systèmes de ventilation, lors de l'arrêt ou le démarrage des systèmes, il va souvent avoir une remise en suspension des poussières. Ces poussières-là sont aussi contaminées par plein de micro-organismes, mais tous ces micro-organismes-là vont eux aussi être mis en suspension et finalement trouver leur chemin et se retrouver au niveau des salles et des habitants, et ceux-ci vont être exposés. L'exposition aux différents micro-organismes est bien reconnue pour causer des effets à la santé. On a d'ailleurs le syndrome des édifices hermétiques qui est souvent rapporté dans les environnements intérieurs où la qualité de l'air est médiocre. Et les différents effets qu'on peut rencontrer vont être des rhinites, la fièvre des humidificateurs. Il y a souvent aussi de l'asthme, mais plus rarement des pneumonies d'hypersensibilité. Donc, en plus des problématiques au niveau de l'exposition de la qualité de l'air, au niveau du nettoyage des conduits de ventilation, il y a plusieurs recherches qui ont déjà été faites ici à l'IRSST. Et on sait qu'essentiellement, le déclenchement des nettoyages est fait par une inspection visuelle, donc c'est vraiment subjectif. Ce qui est très propre pour certaines personnes peut paraître un peu plus sale pour d'autres. Il y a occasionnellement des méthodes qui vont utiliser une méthode gravimétrique, c'est-à-dire qu'on va mesurer la quantité de poussière qui sont développées à l'intérieur, qui sont déposées à l'intérieur des conduits de ventilation. Il y a plusieurs critères qui ont été proposés par différents organismes, mais ces valeurs-là varient beaucoup. Ils vont varier selon les organismes, mais ils vont varier aussi énormément selon la méthode d'échantillonnage, puis ça, je vais vous le montrer un petit peu plus tard. Et malheureusement, très rarement, on regarde la charge mycologique qui est présente dans ces poussières-là. Il y a quelques organismes qui ont fait des propositions. Comme on peut voir ici, les niveaux proposés sont très variables. Donc, il n'y a vraiment pas de consensus là, à ce niveau-là. Par contre, vous allez voir tout à l'heure que les résultats nous démontrent que c'est quand même un point qui serait important à regarder. Donc, les objectifs du projet, c'était de rendre disponible une méthode de prélèvement qui était bien adaptée à l'évaluation des moisissures dans les poussières déposées des systèmes de ventilation et aussi de mettre au point une ou des méthodes analytiques qui nous permettaient d'évaluer cette biomasse-là mycologique. Donc, la première partie du projet s'est tenue dans une enceinte d'exposition en laboratoire. Grâce à cette enceinte-là, c'était possible d'avoir un dépôt de poussière qui était uniforme à l'intérieur de notre conduit de ventilation. Donc, on avait des paramètres qui étaient contrôlés, ce qui facilite beaucoup la comparaison au niveau des méthodes analytiques. Donc, l'autre avantage, ici, on peut voir qu'on avait une petite plaque de cuivre qui était déposée sur le sol, la partie inférieure du conduit de ventilation, qui était prépesée. Donc, ça nous permettait de savoir exactement la quantité de poussière qui était déposée pour évaluer l'efficacité de nos systèmes de captation. La deuxième partie, c'était le développement des méthodes analytiques. Au départ, il y avait 6 méthodes qui avaient été ciblées, mais finalement, en raison de difficultés de développement, surtout au niveau de la répétabilité des méthodes, il y a seulement 4 méthodes qui ont été retenues. Et la troisième partie s'est faite directement dans le milieu, dans des systèmes de ventilation
qui ont été trouvés soit dans les usines, les hôpitaux, les CHSLD, différents établissements scolaires et aussi des tours à bureaux. Il faut préciser que les prélèvements ont été faits et dans les systèmes d'alimentation et dans les retours d'air. Les retours d'air sont effectivement beaucoup plus contaminés que les systèmes d'alimentation, mais pour les besoins du projet, on voulait avoir des charges différentes, tant de poussière que de moisissure, donc c'est pour ça qu'on est allé échantillonner dans les retours d'air. Donc, les résultats au niveau de l'échantillonnage des poussières, on s'est vite rendu compte que la méthode par essuyage n'était pas une bonne méthode pour faire les prélèvements dans les systèmes de ventilation parce que la quantité de poussière est trop importante et ce qu'on faisait, c'était juste déplacer la poussière. On avait une saturation de notre milieu collecteur très rapidement. Donc, on a décidé de s'orienter plutôt vers des méthodes par aspiration. Puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a déjà quelques projets de recherche qui avaient été faits à ce niveau-là par notre collègue Jacques Lavoie. Dans ces projets-là, on avait vu que la méthode ASPEC était une des meilleures méthodes. Donc, on a voulu un petit peu aller voir et comparer avec cette méthode-là. Et il y avait une nouvelle cassette qui avait été produite par une compagnie américaine, EMS, qui nous permettait d'avoir le bec de collection directement inclus à l'intérieur de la cassette. Donc, on n'avait plus besoin de mettre un tube Tygon qu'on coupait à chacune des utilisations. On a vu un grand avantage à utiliser cette cassette-là. En fait, on était capable de recueillir jusqu'à 2,5 fois plus de poussière dans cette cassette-là comparativement à la cassette Aspec. Puis, selon nous, la principale différence serait au niveau de l'angle de coupure du Tygon qui était vraiment variable dépendamment des gens qui réalisaient l'action. L'autre point qui était important au niveau de l'échantillonnage pour nous, c'était de savoir si on pouvait utiliser seulement la membrane filtrante pour faire nos analyses ou s'il était préférable d'utiliser toute la cassette. On sait déjà qu'il y a une bonne différence lorsqu'on utilise juste la membrane filtrante à cause des pertes de poussière, mais ici, on voit très bien que les pertes de poussière dans la cassette étaient de beaucoup inférieures à ce qu'on perdait avec le filtre, mais il y avait aussi la variabilité. Donc, d'un filtre à l'autre, dépendamment des concentrations, la charge ou la quantité de poussière qu'on perdait n'était pas toujours la même. Puis, comme nos méthodes étaient faciles à adapter avec l'utilisation de la cassette entière, on a décidé de poursuivre le projet avec toute la cassette et on faisait le nettoyage de la cassette au complet pour faire les méthodes analytiques par la suite. Donc, pour les méthodes analytiques, pour s'assurer qu'on n'avait pas une trop grande variabilité entre les différents échantillons, on faisait toujours un échantillon qu'on séparait en 4 pour faire nos 4 méthodes analytiques. Donc, les 4 méthodes qui ont été retenues, c'est la méthode par culture, qui est la méthode traditionnelle de microbiologie. La méthode par microscopie, donc on prenait les poussières, on les plaçait sur un filtre et après ça, on faisait un dénombrement des spores au microscope. Il y avait un dosage enzymatique, le NAHA, et aussi la PCR, qui est la Polymerase Chain Reaction, qui est un dosage, en fait, de l'ADN. Donc, ici, on voit un peu les paramètres des différentes méthodes. Donc, la LD, ce qui est la limite de détection, la réplicabilité et la répétabilité. On voit qu'il y a une bonne différence entre les différentes méthodes. Principalement au niveau du micrometer, qui est un dosage enzymatique où on voit qu'il y a une limite de détection très élevée qui n'était pas très bien adaptée pour nos analyses qu'on voulait faire. On peut aussi observer que les meilleures performances ont été produites par la méthode de PCR avec une très bonne répétabilité et réplicabilité. Sur le terrain, ici, on voit les différents résultats qui ont été obtenus par les 3 méthodes. On voit que le micrometer nous donne des concentrations plus élevées que la PCR et que la culture et le filtre sont principalement équivalents. On voit aussi qu'on a une bonne corrélation entre notre méthode traditionnelle par culture et le qPCR avec un R de 0,83, ce qui est excellent, mais il ne faut pas se rappeler qu'on est encore en milieu contrôlé, donc dans une enceinte en laboratoire. Si on regarde les résultats au niveau des 300 échantillons qui ont été faits sur le terrain, on voit encore que le micrometer est plus élevé. Et pour ce qui est des 3 autres méthodes, on voit que c'est culture, PCR, filtre, mais qui sont quand même dans un même ordre de grandeur.
Et on voit encore qu'on a une bonne corrélation entre la culture et le QPCR, mais cette fois-ci, on a un R de 0,65, ce qui n'est pas négligeable pour des échantillons sur le terrain quand même. Une des choses qui a été intéressante d'observer, par contre, avec les échantillons sur le terrain, c'est de voir qu'il n'y avait pas de lien entre la charge de micro-organismes et la quantité de poussière qui était déposée. Donc ici, on voit en bleu toutes les masses de poussière qui ont été mesurées, et en rouge, en fait, pour l'échantillon correspondant, la charge de moisissure qu'il y avait dedans. Donc, on peut observer que même lorsque les masses de poussière sont très faibles, il arrive que les concentrations en moisissure soient quand même très élevées. Et c'était un peu une de nos hypothèses de départ, de dire que la charge de poussière ne peut pas toujours prédire la quantité de moisissure qui se retrouve dans notre poussière. Donc, au niveau des méthodes de prélèvement, au niveau de la discussion, ce qui est intéressant de constater, c'est que l'enceinte nous permettait, avec les plaques de cuivre, de vraiment savoir la quantité de perte de poussière absolue qu'on avait. Donc, au lieu de comparer en différentes méthodes de façon relative, une par rapport à l'autre, avec cette méthode-là, on était vraiment capable de savoir c'était quoi la quantité de poussière qu'on perdait. Au niveau des filtres, on a observé une perte de poussière d'à peu près 14 %, ce qui se rapproche de ce qu'on retrouve dans la littérature, qui est entre 13 et 45 %. Et au niveau de la cassette, on avait une perte de seulement 1,4 %. Donc, il y a juste 1,4 % de la poussière, dans le fond, qui restait sur la plaque de cuivre lorsqu'on faisait notre prélèvement, ce qui démontre qu'on avait une bonne efficacité de captation des poussières qui étaient présentes sur la surface. Au niveau des méthodes, au niveau de la méthode cultivable, un des inconvénients majeurs qu'on avait, c'est qu'il y avait souvent une surpopulation sur notre gélose, qui faisait qu'il y avait une compétition entre les différentes colonies, qui créait en fait une inhibition de croissance de différents micro-organismes, puis automatiquement une sous-évaluation de la flore qu'on détectait. En principe, la flore cultivable va être évaluée entre 1 à 20 % de la flore totale. Encore au niveau de la culture, un des inconvénients les plus souvent rapportés, c'est le délai entre le moment de l'échantillonnage et le résultat. Comme il faut attendre après la croissance des micro-organismes, comme les moisissures sont très longues à pousser, ça peut leur prendre de 5 à 10 jours. Donc, ça augmente beaucoup le délai entre le temps qu'on fait le prélèvement et le moment où on a notre résultat, ce qui n'est pas toujours pratique lorsqu'on veut faire une intervention directement sur le terrain dans un système de ventilation pour savoir si on le nettoie ou si on ne le nettoie pas. Au niveau de la microscopie, on s'est rapidement rendu compte que ça prenait des techniciennes qui étaient très hautement qualifiées pour être capables de faire la discrimination entre les particules de poussière et les spores. Donc, juste pour cette raison-là, c'est une méthode qui a été éliminée assez rapidement là, des méthodes qui allaient être proposées, même si les coûts étaient intéressants et que les restes des paramètres pouvaient nous donner des bons résultats. Cette difficulté-là limitait trop le nombre de personnes qui pouvaient faire cette analyse-là. De plus, il n'y avait que 3 % de l'échantillon qui était dénombré si on voulait rester dans un délai de temps technique qui était raisonnable. Au niveau des enzymes, l'enzyme BN-acétylhexosaminidase, qui est en fait le mycometer ou gentiment appelé la NAHA, c'est une méthode qui est intéressante parce qu'elle peut être faite par tout le monde, elle peut être faite directement sur le terrain. Par contre, malheureusement, la répétabilité est élevée, la limite de détection est élevée et son coût aussi était très élevé. Donc, c'est une autre méthode pour laquelle on a décidé de ne pas aller de l'avant. Et finalement, la QPCR avait plusieurs avantages, dont le délai d'attente avant le résultat qui était assez faible, une très bonne limite de détection, une très bonne répétabilité. Le problème qu'on avait principalement, c'était le temps technique. Il y a quand même quelques heures de manipulation pour faire l'extraction de l'échantillon, l'extraction de l'ADN et ensuite l'analyse. C'est lui qui avait le temps le plus élevé au niveau technique, mais c'était quand même pas trop problématique non plus. Donc, je vais revenir un peu sur ce que je vous ai dit tout à l'heure au niveau du rapport entre la masse et la charge mycologique.
pour nous, suite à ce projet-là, c'était une évidence qu'il devait maintenant avoir une évaluation des deux paramètres, qu'un ne pouvait plus prédire l'autre paramètre. Et pour ce faire, ce qu'on a voulu faire, même si le projet au départ n'avait pas été conçu pour ça, c'est de regarder quels critères on pourrait proposer avec la méthode d'évaluation de la QPCR qui était selon nous la méthode la plus performante. Donc ici, je reviens avec les critères que je vous ai présentés en début des différents organismes. Et si on considère la proposition intermédiaire, donc de 15 000 UFC par gramme de poussière, et qu'on considère un 5 de flore cultivable, on aurait une proposition d'intervention à 300 000 spores par gramme de poussière. Avec ce critère, si on regarde tous les échantillons qui ont été faits, donc les 300 échantillons, on aurait eu 46 des systèmes de ventilation qui auraient dû être nettoyés en considérant que la charge mycologique. Là, ça peut sembler beaucoup, mais il ne faut pas oublier qu'on a fait des retours d'air aussi dans le cadre de ce projet-là. Donc, c'est des valeurs qui devront être planifiées ou revérifiées éventuellement. Au niveau des masses, comme on s'est rendu compte qu'on avait une efficacité de captation de 2,5 fois plus élevée avec la cassette EMS, on a décidé d'augmenter à 58 mg par 100 cm² le critère qui avait été proposé initialement par Lavoie et collaborateurs en 2010. Et avec ces critères-là, on arrivait avec un 37 % de nettoyage qui devait être effectué. Ce critère-là, si on le compare avec une inspection visuelle qui était de tout ce qui était considéré comme étant moyennement empoussiéré ou beaucoup empoussiéré, on arrivait à un système sur 3 qui aurait dû être nettoyé. Donc, avec le 37 % d'évaluation, avec le 58 mg par mètre cube, on est quand même assez près de l'inspection visuelle. Donc, je voudrais rappeler au niveau des limites du projet que les critères qu'on propose aujourd'hui, c'est des critères qui vont devoir être validés éventuellement sur le terrain, validés avec des compagnies qui font l'entretien des systèmes. C'est vraiment que des suggestions pour le moment. Il n'y a pas de proposition non plus au niveau de la stratégie d'intervention. Donc, combien de prélèvements ça prend dans un système de ventilation? À quel endroit on doit faire les prélèvements? Donc, c'est vraiment des critères pour le moment là, qui ne peuvent pas être utilisés comme tels par les gens là, sur le terrain. C'est vraiment des propositions. Donc, en conclusion, dans une approche préventive, on considère que et la charge mycologique et la masse de poussière doivent être évaluées et que les critères doivent être développés avec nos partenaires. Donc, voici les différents collaborateurs au projet, les techniciennes Carole Pépin, Nancy Lacombe, les agents de recherche Marie Gardette et Ève Nicham-Grenon, et 2 étudiantes aussi qui ont participé, Marie-Jeanne Billet-Yémé et Caroline Villeneuve. Puis pour ceux que ça intéresse, il y a une publication scientifique qui a été faite et le rapport scientifique aussi qui est disponible sur le site web.